Salut à toute la gratardie, gratardeuse et gratards, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres avec cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir justement être tenu au courant des prochaines sorties. J'ai pas sorti de vidéo les 2 week-ends qui ont précédé, excusez-moi, parce qu'il se trouve que je vais certainement déménager à Cracovie, donc ça prend du temps, également remaniement professionnel, donc j'ai autre chose à penser, voilà. Alors, sur ma chaîne, il est question de s'intéresser à l'option d'expatriation, qui est en général haïe par tous les couillons sous pseudo qui nous accusent de lâcher le terrain, alors qu'en général, eux-mêmes ne tiennent pas grand-chose, hein, ils n'ont même pas le contrôle de leur vie, très certainement, et de présenter un peu les langues parlées en Europe, de faire des débunkages sur les lignes que je considère comme mauvaises pour l'unification et la pacification du monde blanc dans une fraternisation commune au sein de l'espace européen et également avec les eurodescendants, et également un peu de présenter les avantages de la vie en Europe centrale. Alors, je vais me présenter tout de suite, je défends une ligne ethno-européenne. Ça veut dire en gros que je considère que les chauvinismes et les nationalismes de restriction, comme dira un certain grand personnage, honorable personnage, mémorable personnage dont on va parler un peu plus tard a fait état. Donc je considère que cela nuit en réalité au peuple européen car ça les divise, ça alimente les romans nationaux qui en général sont tournés contre leurs voisins et donc ça ne peut pas mener à une entente correcte pour des projets futurs et pour une coopération future contre justement des ennemis que nous avons en commun. J'ai pas besoin de vous présenter ces fameux ennemis, vous savez de qui je veux parler. Voilà, illustration encore. Bon, on va tester un nouveau format. Vous allez me dire un peu ce que vous en pensez parce que justement, je me suis dit que quand même, vu que ça commence un peu à monter en auditoire, on va travailler un peu sur la dynamique, le montage, les présentations un peu plus perfectionnées, un petit peu plus justement punchy. Dites-moi si ça vous plaît, mettez en commentaire vos impressions, ça sera toujours les bienvenus. Donc là, je demande à aux gens qui me suivent habituellement, qui m'apprécient, qui m'ont rencontré, de me dire un peu justement ce que vous en pensez. Alors, si tu trouves que cette image-là est ridicule, bienvenue au club, t'es sur la bonne chaîne. C'est de ce dont on va parler aujourd'hui justement. Alors, j'ai commencé par une petite anecdote. Il se trouve que quand je militais en France au sein de groupes présentés comme radicaux, moi je pensais un peu naïvement que les gens avaient inconsciemment compris un minimum que le problème réel, c'était pas l'immigration, mais qui immigre en réalité, voyez. Vous savez très bien qu'un Germain n'est pas un Bantou, et que si on prend un échantillon de 100 Germains et de 100 Bantous, on verra que les Germains s'inséreront de manière beaucoup plus naturelle, spontanée, pacifique, et également justement qui vont créer une bonne fusion avec la communauté française par exemple, voilà. Et ça justement, moi quand je présentais des choses comme ça, on me sortait souvent l'argument culturel, comme quoi justement tout ne tient qu'à la culture et que les facteurs génétiques et biologiques n'avaient aucune influence. Très étonnant, n'est-ce pas? Et qu'aller sur ce terrain était dangereux car on risquait de se faire frapper de l'anathème disqualifiant de méchants racistes, chose dont je vous conseille de n'avoir absolument rien à foutre. Nous n'avons plus le temps, ça déborde, ça urge. Il faut que l'instinct de survie des Blancs, des Européens, soit supérieur à l'opinion publique qui est gauchiste, qui est culturaliste, qui est anti-blanche et qui est complètement anti-européenne, d'accord? Ça, c'est très important et on va en parler justement aujourd'hui. Et là, justement, cet exemple dont j'ai parlé, justement, les Germains, on avait par exemple l'exemple en France des Italiens, des Polonais, des Allemands, des Espagnols et d'autres Européens, voilà, qui, en arrivant en France au début du XXe siècle, parfois dès la fin du XIXe, c'était très marginal, mais ça arrivait un peu. La première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'empressaient d'apprendre la langue, de s'assimiler. Et en réalité, qu'est-ce que les gens constataient? D'ailleurs, les Français à l'époque le voyaient, c'est que globalement, il y a eu quelques petits problèmes à la marge, mais les efforts demandés n'étaient pas si énormes. Et les écarts culturels qu'on aurait pu penser absolument insurmontables, abyssaux et indépassables, et ben que ça se révélait complètement anecdotique, tout simplement. Voilà. Et pourquoi? Mais parce qu'au fond, ils étaient d'une certaine façon encore chez eux, ces gens-là.
Eh oui, parce que sur leur continent, ils étaient chez eux, auprès d'autres eux-mêmes, on pourrait dire en quelque sorte, qui certes parlaient une autre langue, mais qui appartenaient à une souche linguistique ancestrale commune, et donc, par conséquent, qui avaient des résurgences culturelles communes. Ça va très souvent ensemble. Ils n'étaient donc pas vraiment des étrangers comme le peuvent l'être par exemple les extra-européens qui, malgré la permanence française et le lent fil des générations, nous rejettent, nous discriminent, nous haïssent toujours plus fort, toujours plus franchement, sur le seul motif réel, profond, que nous sommes des Blancs européens. Tout simplement. Il est temps de mettre un terme à cette impasse antiraciste qu'est la droite culturaliste, justement. Et par là, il faut comprendre ces gens qui mettent un accent ou qui insistent lourdement sur la culture, en prétendant par exemple, et là on rigole, que l'écart culturel entre un Bavarois et un Slovaque, ça va être le même que celui entre un Polonais et un Congolais, par exemple. Comme je dis toujours, entre manger des pierogies et par exemple boire de la rakia, c'est juste une petite nuance culturelle. Mais quand tu as 30 points de QI d'écart, c'est une inassimilation en conséquence, une incapacité à s'assimiler, tout simplement parce que le gap interdit la compréhension et l'anthropologie européenne, tout simplement. Voilà. Donc ces gens-là font fi des réalités ethniques et des déterminismes biologiques, et au contraire, ils se permettent d'obstruer le seul tabou qui compte justement pour cette question, qui est le tabou ethnique, le tabou racial, on pourrait dire tout simplement. Et là, on va noter qu'il y a en réalité une différence générationnelle. Ça, j'ai pu le noter. Globalement, les gens de moins de 40-45 ans ne sont pas des culturalistes, ou pas réellement. En façade, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'ils ont compris le principe même de l'unité de l'anthropologie européenne. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu noter. C'est que les tenants justement du nationalisme culturaliste, antiraciste donc, sont très souvent issus de la génération du baby-boom, donc c'est quand même une génération qui a été marquée par l'antifascisme, donc il faut comprendre l'anti-germanité, n'est-ce pas ? Et le chauvinisme culturel. Donc là, on fait écho à la vidéo que j'avais faite « Pourquoi les Français sont éternellement de gauche », donc le fameux boom des 30 glorieuses, tous les intellectuels de ce qu'on a appelé ensuite la French Theory, qui d'ailleurs est assimilée également à l'école de Francfort, hein, voilà, vous savez, les comment ça s'appelle, les Adorno, etc. Bon. Et les 30 glorieuses ont été assez spécifiques à la France, c'est-à-dire que là, le boom économique et la réussite économique, c'était quelque chose de contextuel à la France, qui résultait d'un pays en ruine qu'il fallait reconstruire, et étant donné qu'il y avait beaucoup que les naissances avaient été nombreuses, c'était relativement simple de faire émerger une économie florissante, tout simplement. Ça a duré en gros jusque fin des années 70. Il faut vraiment comprendre également que le nationalisme, ce qu'on appelle nationalisme, vraiment au sens strict, c'est un concept qui est dépassé, qui d'ailleurs a eu sa pertinence globalement entre le XVIIIe et le XIXe siècle, qui a servi à unifier des peuples, des régions, pour justement les unifier autour de l'idée d'une nation, voilà, pour en quelque sorte organiser un corps désorganisé, et que maintenant qu'on est à l'heure justement de la mondialisation, des avions, des téléphones portables, de la technologie, il faut dépasser ce nationalisme de là pour aller vers ce que moi j'avais appelé, pour un petit peu me moquer des droitards coincés du cul, pour aller vers l'internationalisme blanc. Et oui, qui justement pourra englober tous les eurodescendants, qui soient en Europe, qui soient aux États-Unis, qui soient en Australie, enfin bref, vous avez un peu compris l'idée, voilà. Et on sait aussi que justement, le problème du nationalisme, c'est qu'il se base sur ce qu'on appelle le roman national, qui est une présentation orientée, très souvent biaisée d'ailleurs, d'une nation qui n'a qu'une définition arbitrairement géographique, c'est-à-dire qu'en gros, on circonscrit simplement à la frontière, hein, voilà, donc là je fais écho aux souverainistes qui adulent la francophonie par exemple, mais qui détestent l'idée justement de grande Europe. On note qu'il n'y a jamais de définition raciale dans le nationalisme, c'est jamais vraiment mentionné. On parle de Français, on ne dit pas que les Français sont européens, on parle d'Allemands,
Bon, les Allemands sont plus quand même conscients de leur européanité, l'Europe centrale en général, mais pour ce qui est du français, c'est quelque chose dont ils ne veulent absolument pas entendre parler encore maintenant, et je dirais même problématiquement parlant, surtout maintenant. Bon, et on constate également quelque chose, c'est qu'il y a une insistance vraiment sur la construction nationale contre ses voisins et jamais pour quelque chose. Et ça, c'est un gros problème, justement. Parce que qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort de l'aigreur, des biais chauvinards, et c'est systématiquement contre des peuples identiques ou extrêmement proches racialement. Donc, en réalité, le nationalisme divise les peuples blancs, alimente les rancœurs égoïstes et les petits appétits individualistes, et c'est le fameux français contre l'allemand, le polonais contre l'ukrainien, le hongrois contre le roumain, et c'est ce que le regretté, un des plus brillants esprits de tout le XXe siècle, sans aucun doute, ce que le regretté Léon Degrelle définissait comme une caricature de nationalisme. Et là, je lui laisse la parole. Tous les anciens combattants de la Grande Guerre qui sont au front russe sont unanimes pour le dire. Entre d'Europe, un Français n'est pas de France seul, un Français est Europe. Que demain les Soviétiques ferment, que devient la France seule? La France doit comprendre que ce nationalisme de restriction, c'est la caricature du nationalisme. Quel génie! Et on est dans les années 40. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, d'ailleurs, notamment, je me rappelle que Daniel Conversano avait fait remarquer, à raison, qu'aucun de ces vieux cons, que ça soit justement les Jérôme Bourbon ou les Plancard d'Assac, les Delesquin, tous ces mecs-là ne mettent jamais en avant l'européanité, ou très rarement, ou de manière subsidiaire, alors qu'en fait c'est le fond du problème. Et on pense, à raison, qu'on est les premiers à en parler. On se rend compte qu'en réalité cette vision qu'on peut avoir de l'Europe, justement de vouloir unir les Européens entre eux en faisant abstraction de ce qui a pu nous faire nous détester entre nous, en nous faisant justement nous concentrer maintenant à l'heure actuelle sur un ennemi commun, mais en réalité c'est une vision qui a déjà 80 ans. Donc réellement, c'est quelque chose qui a déjà été pensé par certaines personnes. Alors là, j'ai parlé de l'excellent Degrelle, mais d'autres gens l'avaient également intellectualisé, cette chose-là. Et moi, il y a un truc qui me fout en colère notamment aussi, c'est que je tombe sur certaines chaînes YouTube. Je vais pas faire de clash, pas encore, pas maintenant, je garde les chevaux encore, il est encore trop tôt, mais je pense que ça va arriver. Sur certaines chaînes d'expatriation de gens en Pologne qui vous expliquent qu'en gros, l'immigration non blanche, c'est pas un prétexte solide pour vouloir établir sa vie en Europe hors de France. Parce que tu comprends, les Polonais et les Tchèques, ils n'ont pas les fromages et les saucissons français. Je vous jure que je ne rigole pas. Je vais pas dire où j'ai vu ça parce que je veux pas déclencher d'ouragan, d'accord, maintenant, mais je l'ai entendu ça. Et là, moi je suis circonspect, d'accord, parce que il y a deux solutions. Soit il a eu le privilège immense de grandir loin des orques, et effectivement, là, on peut lui excuser de ne pas savoir vraiment ce que c'est que le fléau, que l'immondice, que la dégradation psychologique, on pourrait presque dire la dégradation de l'âme, que c'est pour un Européen normal de grandir auprès de tels primates. Soit il en est devenu un lui-même, et donc maintenant, il part dans un espèce de chauvinisme complètement anachronique que j'ai développé juste avant, qui explique qu'en gros, les différences entre Français et Slaves sont immenses et indépassables. C'est faux. C'est ne s'attacher qu'à la cosmétique, ces choses-là, d'accord? Parce que je peux vous dire que si vous avez un projet qui bouillonne au fond de vous, qui est de faire une famille, qui est de vouloir, par exemple, je sais qu'il y en a, j'en connais des gens qui sont extrêmement intelligents et que je salue d'ailleurs, qui sont expatriés en Europe centrale, dont c'est le projet, c'est de faire de l'entrisme dans certains partis politiques pour les faire braquer sur la droite racialiste pro-blanche. Et ben si ça c'est pas un projet, je sais pas ce qu'il vous faut. Faire une famille, justement redresser la civilisation européenne, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'on peut appeler si ce n'est un grand projet, d'accord ? Donc à un moment donné, il va falloir arrêter
de nous prendre pour des cons et de dire que effectivement l'expatriation est une fin en soi. Non, c'est un tremplin vers une autre étape de la vie qui est la réalisation de soi, qui est la réalisation de ses projets. Et tous les mecs, sans exception, que je connais, qui se sont expatriés en Europe centrale, ont cette vue-là. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter le délire d'exagérer des différences culturelles qui ne sont que subsidiaires et complètement dépassables, d'accord? Comme je le disais plus haut, la différence entre boire du bimber et boire de l'agnole de prune, elle est subsidiaire. Mais 30 points de QI, d'accord, entre l'Afrique centrale et l'Europe, ça ne l'est pas. Et ça, c'est déterminant. Donc on va arrêter ces lignes antiracistes de merde. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais aussi faire passer comme message. Si l'Europe est ce qu'elle est, si Paris est ce qu'elle est, si Varsovie fut ce qu'elle fut, parce qu'elle a été détruite, elle a été reconstruite, mais pas de la manière dont elle était originalement érigée. Si Prague est ce qu'elle est, si Cracovie est ce qu'elle est, si Vienne est ce qu'elle est, c'est parce que les habitants de l'Europe sont des blancs à 100 de QI en moyenne, qui partagent une majorité de leur spectre génétique. Il va falloir arrêter avec ces conneries de culture. Je dis pas que je méprise la culture, mais je me sentirai toujours plus proche d'un Ukrainien qui mange un borscht à la betterave plutôt que de Mamadou qui va justement me préparer un bon muffin et qui parle bien français. Il y a un moment donné, il va falloir revoir ses priorités. Les Blancs, à l'heure actuelle, on dit toujours qu'il faut défendre les minorités. Les Blancs sont la minorité sur la planète à l'heure actuelle. Statistique. On va arrêter d'entendre des mensonges, d'entendre des absurdités qui sont là pour nous diviser et au final se foutre de notre gueule, nous prendre pour des idiots. On est toujours sur le principe de l'œuf et de la poule. On dit toujours, mais regardez ces beaux bâtiments, ces belles églises, ces beaux manoirs, ces belles cathédrales, ces beaux châteaux, ces belles masures. Ouais, qui les a construites? Pourquoi l'Europe est ce qu'elle est? On va arrêter de tourner autour du pot. Voilà pourquoi l'Europe est ce qu'elle est. Là, vous le voyez en image. Exactement. Et c'est ça que je veux sauver et que les ethno-différentialistes, que les réalistes raciaux veulent sauver. Et maintenant, je vais vous donner une petite anecdote personnelle parce que justement, ça va certainement mettre un peu de piment à ce truc-là. Il se trouve que je fais beaucoup de mes vidéos en intérieur parce que j'aime bien justement structurer, avoir un script, etc. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de vie en extérieur et je sors énormément et je participe à des soirées. Justement, je fais de la propagande intelligente, c'est-à-dire socialement acceptée, avec justement la respectabilité sociale que je cultive pour que le message soit écoutable. Je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée quand je participais vendredi dernier à un recrutement pour un poste de commercial. D'ailleurs, j'ai été sélectionné. Alors, je ne sais pas si je vais accepter, je pense que si, parce que c'est quand même plutôt pas mal. On était à peu près, je pense qu'on était 110, 120, quelque chose comme ça. On était répartis en groupe et une des activités, c'était de présenter. C'est assez drôle, c'était ludique, c'est pour voir justement qu'il y a des capacités de persuasion, qui est un bon orateur et qui pourrait être potentiellement un bon commercial. De présenter la meilleure des villes pour accueillir les Jeux Olympiques. Il se trouve que je suis tombé sur Athènes et que c'est moi qui ai gagné parmi les 15 participants, justement. Le mec m'a dit toi, tu as un charisme incroyable. Il me dit je sais pas d'où ça te vient, mais quand tu parles, c'est convaincant, tu emportes, tu emmènes les gens et à la fin, on est d'accord. Alors ça, je vais pas me vanter, mais je l'ai entendu quelques fois, notamment quand j'étais en France justement et que je parlais, que des fois même que je parlais à des gauchistes ou à certains types de droitards qui sont les fameux culturalistes problématiques dont il est question dans cette vidéo. Je l'avais entendu quelques fois et vous n'êtes pas prêts pour la suite. Il y avait des petites pauses, des pauses café, des pauses bouffe, etc. Et j'essaie de faire un peu connaissance avec les gars qui étaient là, avec les filles aussi, mais avec les gars. Et il se trouve que je parlais à deux très bons gars, et il se trouve qu'un était ukrainien et l'autre était polonais. Et au départ, on parle de banalité. On parle justement de nos parcours personnels, etc. Et à un moment, il me dit, il y a un polonais qui dit une phrase, et là j'ai vraiment senti que c'était absolument pas naturel, parce que c'était d'un politiquement correct hallucinant, ça
en fait, ça puait les bons sentiments. Je me suis dit, ça, c'est pas naturel. Il a dit un truc du style, ah, mais vous avez pas l'impression que pendant l'exercice, ils ont distribué les villes selon les appartenances ethniques de chacun, etc. et tout. Et on s'est regardé avec l'Ukrainien, et à un moment donné, je lui demande, mais amicalement, c'est pareil, quand vous parlez aux gens, il faut être amical, c'est la base, voilà. Je lui ai dit, mais là, ce que tu viens de dire, là, c'est de toi sincèrement, ou c'est quelque chose que tu as réfléchi pour la donner de la manière la plus politiquement correcte possible, pour essayer de créer un lien, en fait. Et là, il me dit, je comprends pas, je dis non, mais parce qu'en fait, je t'explique, les non-blancs qu'il y a à l'heure actuelle ici, à La Réunion, n'ont rien à foutre en Europe. Là, on a un Ukrainien, là, on a un Polonais, là, on a un Français. Est-ce que tu penses qu'on peut s'entendre pour dire qu'il y a un problème en Europe avec les chauvinismes et avec certaines races? Et en gros, l'Ukrainien, il me dit tout de suite, il me dit, alors toi, je te connais pas encore, mais je t'aime beaucoup. Et en gros, ça a amené sur... et en gros, à la fin, j'ai parlé, j'ai présenté un peu le truc, et à la fin, en fait, tout le monde était national-socialiste, hein, littéralement, quoi. Non, mais vraiment, je veux dire, là, j'en ai converti 2 à l'internationalisme blanc. Mais vraiment, je veux dire, tout de suite, en gros, voilà, j'ai expliqué, je dis, mais en fait, faut arrêter avec ces conneries de, il y a les Polonais, il y a les Allemands, il y a les Tchèques. Oui, certes, mais quand tu regardes une carte des haplogroupes, voilà, carte, eh ben, on se rend compte qu'en réalité, c'est un peu plus complexe. On partage beaucoup plus qu'il existe de choses qui nous opposent, que nos ennemis sont communs et qu'il va falloir arrêter avec les petits appétits individuels pour voir quelque chose de plus grand, de positif. Et là maintenant, ça va être ma conclusion. Nous devons être des Léon de Grelle positifs, énergiques, fraternels envers les autres nous-mêmes que sont les Européens, en dépassant les clivages nationalistes anachroniques d'alors pour nous concentrer sur les vrais ennemis du présent, les vraies entités qui veulent détruire et anéantir les peuples européens de façon indifférenciée, que vous soyez slovaque, allemand, polonais, français, anglais. On l'a vu en Angleterre. D'ailleurs, grosse salutation aux militants britanniques. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui parlent français qui tomberont sur ma vidéo. Hold on guys, it was very good. Voilà. Et je vais conclure en disant que la ligne culturaliste est une ligne de merde qui doit finir à sa place, c'est-à-dire dans la cuvette des chiottes. Et ça va être à nous de tirer la chasse plusieurs fois et de mettre du dissolvant pour être sûr qu'elle ne repointe plus jamais le bout de son nez. En avant et à la victoire!